Merci d'être au rendez-vous d'Économie Le Max sur i24 News. Au programme aujourd'hui, l'heure des premiers bilans pour la Côte d'Azur et des premiers chiffres. La terrible vague d'orage pourrait donner lieu à un demi-milliard d'euros de dédommagement. Comment s'y préparent les assureurs? Élément de réponse dans un instant. Finance et éthique, les deux notions sont-elles encore contradictoires? Non, vous répondra-t-on à Dubaï, où se tient cette semaine un gala qui met à l'honneur l'innovation dans le domaine de la finance responsable. La finance islamique, vous le verrez, y occupe une place de choix. Page spéciale tout à l'heure. Et puis avant cela, Air France et un dialogue social dans l'impasse. Les images de violence ont fait le tour du monde. Quels sont les enjeux, les clés aussi du conflit? Et au-delà de ça, Air France a-t-elle encore sa place parmi les grandes compagnies mondiales? On tentera d'y voir clair avec Christophe Rameau. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. On commence par l'essentiel de l'actu éco et à retenir aujourd'hui la visite au Pérou de Christine Lagarde, vous le voyez, et les prévisions revues et corrigées du FMI pour la croissance mondiale. Ce sera plus 3,1% cette année et non plus 3,3% comme annoncé en juillet. Du coup, 2015 sera sans doute la plus mauvaise année depuis 2009 pour la croissance du PIB de la planète. 2009 qui avait enregistré la pire récession de l'après-guerre. Parmi les explications conjoncturelles de ce nouveau chiffre, le FMI évoque la chute brutale des cours des matières premières, l'essoufflement de la croissance chinoise ou encore un climat géopolitique tendu. Et à l'origine aussi de cet abaissement, eh bien, la détérioration des performances des pays émergents pour la 5e année consécutive. Un certain nombre de grands marchés émergents ont connu des passages particulièrement difficiles cette année. Si nous regardons le Brésil, par exemple, nous projetons moins 3% pour cette année, moins 1% l'an prochain. Cela équivaut à une croissance négative en 2016, mais c'est une amélioration importante qui illustre les chiffres globaux. Et à noter aussi parmi les émergents le dynamisme de la croissance indienne, plus 7,3% attendu cette année, plus 7,5% l'an prochain. Alors ces annonces du FMI ont été faites, on l'a dit, au Pérou. La Banque mondiale était également représentée hier à Lima. L'occasion pour l'institution de faire le point sur l'état de santé des économies latino-américaines. Le sous-continent vient de subir 4 années de ralentissement, soit beaucoup plus que prévu. 2015 devrait être une année de croissance nulle, voire encore légèrement négative pour la région. On s'attend à une stagnation aussi l'an prochain. La faute, là encore, à l'incertitude autour des prix des matières premières et à la faiblesse brésilienne. Il est vrai que le risque de voir l'Amérique latine entrer dans une grande crise financière, comme dans les années 90, reste faible. Mais ça ne veut pas dire que ce processus de ralentissement n'est pas un ajustement douloureux. Et malheureusement, nous ne pouvons pas dire que nous avons touché le fond. Il semble qu'il y a encore beaucoup d'ajustements à venir sur la balance extérieure et dans certains pays sur le solde budgétaire et le marché du travail. Un mot aussi sur la visite de la secrétaire d'État américaine au commerce, Penny Pritzker, à Cuba. Arrivée sur l'île hier pour 2 jours de discussion autour d'une éventuelle normalisation des liens économiques et commerciaux. Elle doit évoquer notamment la question de l'embargo en vigueur depuis 1962. On reparle aussi du TPP, le traité de libre-échange transpacifique scellé lundi à Atlanta. Barack Obama s'est dit confiant hier d'une approbation de l'accord par le Congrès US. Son porte-parole a estimé quant à lui que les nouveaux standards commerciaux, sociaux ou environnementaux pousseront la Chine à mettre à jour elle aussi ses réglementations. This does put pressure on China. Cela met la pression sur la Chine pour qu'elle relève ses normes environnementales, ses normes du travail et qu'elle intègre le régime de protection de la propriété intellectuelle inclus dans le TPP. Et en élevant les normes économiques en Asie-Pacifique, les intérêts économiques des États-Unis sont bien représentés. Les États-Unis sont favorables à l'essor de la Chine, mais la communauté internationale impose certaines attentes. Allez, en parlant de la Chine, notez que les immenses réserves en devises de l'Empire du Milieu ont chuté à nouveau de 43,26 milliards de dollars au mois de septembre. 4e mois consécutif de baisse, mais pas de panique, on reste à 3 510 milliards de dollars, d'après la Banque centrale qui tente, on le sait, de stabiliser le yuan. Les réserves en or du pays sont passées, elles, de 61,8 milliards de dollars fin août à 61,2 fin septembre. Et puis les nouvelles de Volkswagen. Le nouveau président du directoire s'est exprimé hier pour la première fois depuis sa nomination il y a 10 jours devant ses salariés réunis à Wolfsburg, un site qui emploie 60 000 personnes. Il leur a promis un dur labeur et de la douleur après le scandale, on sait, des moteurs truqués. Des effets sur l'emploi sont à prévoir. Malgré tout, les syndicats des travailleurs veulent encore garder l'espoir. Est-ce que ces infrastructures auront une incidence sur le marché du travail à moyen et à long terme? Nous ne pouvons pas le dire à l'heure qu'il est.
Mais je pense, et c'est une bonne nouvelle, qu'il n'y a pas actuellement de conséquences pour l'emploi, ni pour les effectifs de base, ni pour les contractuels. Volkswagen est une grande entreprise avec d'excellents produits. Voilà pourquoi nous sommes assez forts pour maîtriser la crise. Et on revient sur l'affaire Air France qui a pris une tournure internationale avec la diffusion des images de violence contre la direction du groupe. Alors où en est le dialogue social après l'annonce par l'entreprise de supprimer 2900 postes? Nous interrogeons Christophe Rameau. Bonjour. Vous êtes enseignant à la Sorbonne, membre aussi du collectif Les Économistes Atterrés. Alors d'abord, pour resituer un peu le contexte de cette crise, la concurrence internationale est féroce, on le sait, dans le secteur de l'aviation, de l'aéronautique. Air France en souffre. Vous pensez que dans ce contexte, justement, ce type de situation, de conflit, était finalement inévitable? Oui, tout à fait. On a un secteur aérien qui est totalement... qui est totalement brisé en fait par le libéralisme. Et donc Air France, à l'instar d'ailleurs des autres grandes compagnies européennes ou même américaines, est confrontée à une double concurrence déloyale, totalement déloyale. D'une part, par le bas pour les moyens courriers, par les low cost, qui pratiquent du dumping social et fiscal, et puis d'autre part, pour les longs courriers, par les compagnies du Golfe, qui sont en fait massivement soutenues par leurs États, donc qui bénéficient donc d'interventions publiques que les directives européennes interdisent de pratiquer pour les compagnies, notamment pour les compagnies européennes, donc notamment pour Air France. Donc on est en fait dans une situation de concurrence totalement déloyale, et donc bien entendu qui percute Air France. Il faut savoir que la part du marché, la part du transport passager assuré par Air France a baissé sensiblement. Bon, alors pas non plus, mais enfin elle a baissé. On est passé de 54% pour le trafic aérien français, pris en charge par les compagnies nationales, essentiellement Air France en fait, à 54% en 2003 à 45% en 2014. Donc on a une érosion tout à fait sensible. Et le problème de mon point de vue, c'est que donc les salariés d'Air France, la compagnie Air France en fait, à l'instar des autres compagnies européennes, butent sur le fait que la concurrence libre et non faussée que préconisent les institutions européennes, en fait, aboutit à une concurrence totalement faussée. Et pourquoi, d'après vous, le dialogue est-il aussi difficile? On le voit ces derniers jours. Est-ce que l'ensemble du personnel d'Air France est uni, solidaire, ou bien plutôt il y a aussi des fractures qui se révèlent avec ce plan social? Écoutez, d'abord, ce qui est au-delà des incidents regrettables, bien entendu, de ces derniers jours, ce qu'il faut noter malgré tout, c'est que pour la première fois, nous avions une manifestation qui avait remporté un certain succès, qui alliait, qui unissait à la fois des pilotes et le personnel au sol, les autres personnels navigants et puis le personnel au sol. C'est une première à Air France. Donc il y a bien là la marque du fait que l'ensemble du personnel se sent concerné. Le personnel d'Air France subit un plan social permanent quasiment. Alors très rapidement. Deux grands plans sociaux en 18 mois. Et puis alors d'autre part, ce qu'il faut noter, c'est que les responsabilités sont lourdement partagées. Il faut savoir que le PDG de KLM Air France, M. De Juniac, a fait des déclarations en décembre 2014 aux entretiens de Royaumont qui sont d'une violence inouïe. Et cette vidéo de son intervention à ces entretiens a été largement visionnée par les salariés d'Air France, et il y a un sentiment de dégoût qui est tout à fait légitime. Monsieur De Juniac déclarait en décembre 2014 qu'il ne savait pas ce que c'était que des acquis sociaux, que le temps de travail, les retraites, la réglementation du temps de travail, des retraites, tout ça lui semblait complètement dépassé. Il allait même jusqu'à évoquer le travail des enfants, ce qui était complètement stupide, puisqu'on ne peut pas l'accuser d'embaucher les enfants Air France. Merci beaucoup. Merci beaucoup Christophe Rameau pour ces éclaircissements. Allez, on reste en France avec une région défigurée, une région qui pense ses plaies. Les orages du week-end ont coûté la vie à une vingtaine de personnes. Et après le drame et les scènes d'apocalypse, l'heure est au premier bilan pour la Côte d'Azur. Les infrastructures de transport ont été durement touchées. Pour les particuliers aussi, la facture est lourde. L'état de catastrophe naturelle a été reconnu par l'État. Une bonne nouvelle pour les assurés, même si le casse-tête des indemnisations ne fait que commencer. Johanna Citruc. Des voitures retournées, des arbres déracinés et des bâtiments endommagés. Le 3 octobre dernier, la Côte d'Azur a été touchée par de violentes intempéries. 20 personnes sont décédées. Et face à l'ampleur des dégâts, le gouvernement a décidé de réagir. Il reconnaît l'état de catastrophe naturelle, de quoi permettre une meilleure couverture pour les assurés. En parallèle, plusieurs dispositions ont été prises pour faciliter leur démarche.
Toujours dans le but de simplifier la vie des usagers, d'une part a pris comme disposition le fait de laisser les déclarations par les assurés se faire par tout moyen écrit, que ce soit par mail ou par courrier, et par ailleurs a apporté un confort supplémentaire qui n'est pas du tout contradictoire avec la volonté d'aller vite, mais qui permettra aux assurés non de dépasser, s'ils en ont besoin, le délai des 10 jours qui vient d'être rappelé, qui est le délai légal, pour étendre donc jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 31 octobre. Prendre des photos de ce qui est endommagé, recueillir le témoignage de ses voisins, tous les moyens sont bons pour récolter des preuves. Des preuves qui seront examinées par les quelques 300 experts indépendants engagés sur le terrain. Et avec les procédures d'urgence mises en place, les assurances devront indemniser leurs clients au moins en partie dans un délai de 2 mois. Mais déjà, certaines agences semblent dépassées. Les gens nous téléphonent parce qu'ils sont un peu pris de court, enfin ils sont désespérés d'avoir perdu tout ce qu'ils avaient à l'intérieur, leurs souvenirs, leurs vêtements, leurs meubles, leur auto. Certains se sont retrouvés avec des voitures sur la maison, ils ont tout perdu et ils sont désemparés bien sûr. Par ailleurs, les indemnités sont limitées, car il reste la franchise à la charge du sinistré. Elle représente 380 € pour les particuliers et 10% des dommages pour les professionnels. Des sommes relativement faibles comparées au coût global des indemnisations qui pourrait dépasser les 500 millions d'euros. Un montant qui peut encore évoluer. On prend la direction des Émirats. Dubaï accueille un forum destiné à prouver que finance et éthique peuvent faire bon ménage. 3e édition d'un événement qui met à l'honneur les valeurs de la finance islamique. Un concours était organisé. Laura Duhamel nous propose une plongée dans la finance halal. Regardez. Finance et éthique peuvent-elles s'accorder ? C'est à cette question qu'a tenté de répondre l'EFICA. Chaque année, à Dubaï, ce gala récompense ceux qui parviennent à rallier ces deux thèmes. Et pour sa 3e édition, cet événement a mis en lumière les valeurs partagées entre le concept de la finance éthique et celui de la finance islamique. La finance islamique et la finance éthique ont beaucoup en commun. La finance islamique est basée sur la foi, tandis que la finance éthique est basée sur des principes. Mais fondamentalement, c'est la même chose. Elles s'inspirent l'une de l'autre. C'est la récente crise financière qui a réveillé ce besoin d'éthique. Depuis 2008, nombreux sont ceux qui dénoncent un système bancaire injuste et appellent à des alternatives. C'est dans ce contexte que la finance islamique a pu tisser sa toile. Le concept séduit aujourd'hui de plus en plus d'adeptes. EFICA fait une grosse différence. Nous essayons de bouger les lignes. Nous sommes en train de repositionner le concept de la finance islamique comme l'un des plus grands piliers de la finance éthique. 2 types de prix ont été décernés lors de l'EFICA. Le premier récompensait les meilleures initiatives dans le domaine de la finance islamique, tandis que le second était destiné à la finance éthique. Plusieurs initiatives ont par exemple fait la promotion de l'usage des soukouk, qui sont des certificats d'investissement conformes au Coran pour construire des écoles. D'autres ont utilisé les soukouk pour financer des projets de santé en Afrique, comme des campagnes de vaccination. L'économie dite halal est très vaste. Elle va des produits ne contenant pas de porc aux services financiers et touristiques. Et avec l'augmentation du nombre de musulmans, ce secteur est en pleine croissance. Il pourrait concerner 2,4 milliards de personnes en 2030. L'Organisation de la coopération islamique, basée en Arabie Saoudite, évalue le marché halal mondial à 2300 milliards de dollars. Les initiatives présentées lors de l'EFICA bénéficient donc d'un marché potentiel extrêmement vaste. Et qui sait, elles pourraient bien aider à réconcilier en profondeur finances et valeurs morales. Voilà, thème en vogue ces derniers mois. On passe au Media Watch. Et à la une de la revue de presse Écho du jour, la corruption qui s'invite à l'ONU. Bonjour Laura Duhamel. Bonjour. Alors, corruption à l'ONU et au plus haut niveau. Oui, au plus haut niveau, et ce sont les autorités américaines qui ont révélé l'affaire. John Ash, un ancien président de l'Assemblée générale de l'ONU, rien de moins, aurait accepté plus d'1 million de dollars de pots de vin. En contrepartie de cet argent, il aurait facilité des projets immobiliers en Chine, notamment. Une partie des fonds aurait transité via une ONG fictive, une fausse ONG dont le président d'honneur était aussi un membre de l'ONU, puisqu'il s'agissait de l'adjoint au représentant de la République dominicaine. Bref, une affaire très emblématique
embarrassante pour une institution censée représenter un certain nombre de valeurs morales. Et puis une affaire qui pourrait bien en précéder une autre, puisque les enquêteurs ont prévenu, ils affirment rechercher encore si la corruption est pratique courante aux Nations Unies. Ouais, affaire à suivre et surprise peut-être aussi à suivre. Et puis Laura nous parlait de la France qui perd sa place de premier producteur mondial de vin. Et oui, cette année, face à l'Italie, la France doit s'incliner. En 2015, le pays du Lambrusco a produit plus de 48 millions d'hectolitres de vin contre un peu moins de 47 millions pour la France. Alors rien de dramatique. Cependant, c'est un chassé-croisé récurrent entre les deux pays. Et puis cette année, le duel s'est joué à la météo. La sécheresse a joué des mauvais tours à la France, tandis qu'elle était plus clémente de l'autre côté des Alpes. Et puis les amateurs de grands crus français peuvent se rassurer car tout n'est pas perdu pour l'Hexagone. Si le pays n'a pas la plus grosse production, il conserve les vins les plus chers et donc le plus gros chiffre d'affaires. En 2015, les exportations devraient de nouveau flirter avec les 8 milliards d'euros et donc avec un peu moins de 6 milliards d'euros. L'Italie n'a pas de quoi prendre la grosse tête, pas encore voilà, du moins. On se calme côté italien. Merci beaucoup Laura et à très bientôt. C'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News pour parler entre autres du pétrole abondant visiblement sur les hauteurs du Golan. Restez avec nous, l'info continue.